Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous ce midi pour cette nouvelle conférence de l'offre de conférence grand public développée par la formation continue de la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Mon nom est Bruno Tremblay. Ça me fait très plaisir de vous recevoir ce midi pour la nouvelle conférence de... Je suis chargé de communication à la FSG. Bien sûr, je suis accompagné aujourd'hui de Monsieur Jean-Pascal Bilodeau qui viendra vous parler aujourd'hui des infrastructures nordiques, des défis de leur déploiement liés au pergélisol et aux conditions climatiques extrêmes et à l'évolution du déploiement des infrastructures dans ce contexte à travers le temps. Monsieur Bilodeau est professeur agrégé en génie civil et génie des eaux à l'Université Laval et également titulaire de la chaire de recherche Sentinelle Nord sur les infrastructures nordiques. Petit rappel que la conférence est enregistrée et elle sera disponible pour revisionnement sur le site web de la faculté ainsi que sur le compte YouTube de la faculté de sciences et génie quelques heures après la fin de la conférence ce midi. La conférence dure environ 50 minutes, le contenu de M. Bilodeau, en fait. Et pour le reste de l'heure, en fait, je prendrai vos questions via l'espace de clavardage de la réunion et je les transmettrai à M. Bilodeau à la fin de la réunion pour un 10-12 minutes à la fin. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse au bon soin de M. Bilodeau pour cette conférence sur les défis du pergélisol et infrastructures de transport nordique. Merci beaucoup. Donc, bon midi tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous, de passer peut-être les prochaines 50 minutes environ pour parler des infrastructures de transport nordique. Donc, on va passer là, plusieurs étapes ensemble. Je vais toutes vous expliquer ça dans les prochaines minutes. Mon objectif, c'est vraiment de vous faire découvrir d'où ça vient, les questions, les enjeux, les problématiques puis différentes techniques d'ingénierie qu'on peut utiliser pour travailler dans ces contextes-là. Je veux introduire le sujet en vous parlant de l'importance des infrastructures de transport pour l'accès au territoire, pour se déplacer. Euh, c'est important que vous compreniez que cette importance-là, sociale et économique, est complètement différente lorsqu'on est dans le sud versus si on est dans le nord. Dans le sud, quand vous avez, par exemple, besoin d'aller à l'hôpital, vous ne vous posez pas la question si vous allez être capable de vous rendre. Il y a toujours moyen de vous rendre. Il y a plusieurs façons de vous rendre. Il y a plusieurs détours pour vous rendre. Quand on est dans le nord, quand on se déplaçant vers le nord, souvent, sur des centaines de kilomètres, on a une seule route pour avoir accès à une ressource. Une seule route pour avoir accès à une communauté. Des fois, ça peut être une seule piste d'atterrissage. Maintenant, imaginez-vous dans un contexte peut-être d'infrastructure aussi critique, qu'est-ce qui arrive si la construction et si l'infrastructure est construite sur un sol en transition, un sol même qui pourrait devenir instable. Donc, c'est ce qu'on va parler dans les prochaines minutes au niveau introductif. Donc, on va explorer là, différents aspects en lien avec les infrastructures nordiques. Euh, donc, première chose à savoir, je vais vous sensibiliser sur la grandeur du territoire du Canada. Donc, au Canada, c'est environ 10 millions de kilomètres carrés. La superficie, une densité d'habitants d'à peu près 4,2 kilomètres carrés. Euh, un exemple, vous pouvez, si je fais la comparaison avec le Québec, vous avez la carte de la France qui rentre à peu près 3 fois à l'intérieur de la superficie du Québec. Donc ici, vous pouvez mettre ça en perspective par rapport au Canada. La densité de population est importante à réaliser. Au Canada, à peu près 50% de la population va être située dans le corridor Québec-Windsor. On pourrait ajouter à ça près de 3 quarts de la population là, va être située très, très proche des lignes américaines, là, environ à 100 000 des lignes américaines. Donc, ça nous laisse très, très peu de personnes vers le nord et le grand nord du Canada. Donc, il y a des populations qui sont fortement disséminées, mais fortement enracinées dans le nord du Canada, mais les densités de population sont extrêmement faibles. On est en région éloignée, on est en région isolée. C'est un territoire riche en ressources naturelles également. À peu près la moitié du territoire canadien est couvert par du pergélisol, donc essentiellement au nord de la ligne rouge. Donc, dans ce contexte-là, on a une population, on a un réseau, pas un territoire très étendu. On a besoin d'un réseau de transport pour se connecter vers les ressources, se connecter vers les communautés. Donc, parlant du réseau de transport, vous en avez un exemple ici à l'écran.
Donc, vous voyez le réseau de transport principal du Canada. Simplement, vous mentionnez, c'est à peu près 1,1, 1,2 million de kilomètres en équivalent une voie dans le réseau simplement routier. Et sachez que 60% de ce réseau-là est non revêtu. 60%, donc ça vous donne à peu près 600 000, 700 000 kilomètres. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a beaucoup parlé dans les derniers jours de la mission Artemis 2, où les astronautes font un aller-retour Terre-Lune. C'est environ la même distance. Donc, c'est un réseau très, très vaste. Puis là, je vous parle de route, je ne vous parle même pas de voie ferrée, je ne vous parle pas de piste d'atterrissage. Donc, mon objectif ce midi, c'est vraiment au niveau introduction, découvrir ensemble les bases des infrastructures de transport qui vont être construites sur Pierre-Gélisol, comment elles ont évolué dans le temps, c'est quoi les concepts fondamentaux à savoir pour essayer de comprendre comment fonctionne ce système-là qui a certaines particularités. On va regarder certains enjeux majeurs puis les outils d'ingénierie qui sont associés. Donc, on va faire ça dans un format un peu voyage dans le temps. On va commencer par une petite définition, très simple, infrastructure de transport nordique. Ensuite, on va embarquer dans notre véhicule à voyager dans le temps, notre DeLorean, si vous préférez. On va aller à 88 000 à l'heure. Et on va aller dans le passé. Regarder des exemples du passé, comment se sont développées certaines connaissances, certains défis lorsqu'on a construit des infrastructures de transport dans le Nord. On va parler de concepts et défis, concepts de base et certains défis par la suite. Ensuite, on va regarder à peu près où on en est, des considérations présentes, c'est quoi les connaissances actuelles, les outils qui existent, des enjeux, etc. Puis ensuite, on va dire quelques mots sur quel pourrait être le futur. Donc, définition. Infrastructure de transport nordique. Des routes, des pistes, des chemins d'accès. Donc, ça, c'est important de comprendre, c'est de ça qu'on va parler. Donc, ici, je vous donne un exemple, la route ITH, Inuvik-Tuktoyaktuk Highway, au territoire du Nord-Ouest, une piste d'atterrissage dans le nord du Québec, au Nunavik, la voie ferrée de la Hudson Bay Railway au Manitoba. Donc, c'est des infrastructures qui vont être affectées par le gel pour une période de temps significative. Et ça va nous donner un contexte de soit de gel saisonnier ou de pergélisol. Donc, gel saisonnier, essentiellement, il y a du gel dans l'infrastructure, mais au retour de la période de dégel, l'ensemble du système est en condition de dégelée. Quand on est en condition de pergélisol, il y a une portion du sol qui va être gelée en permanence. Donc, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui, les infrastructures de transport, plus spécifiquement construites sur pergélisol. Donc, si on recule d'abord dans le passé, on est en 2026, on va voyager dans le temps en 1896, on va parler de la ruée vers l'or, la construction de la route de l'Alaska en 1942, la guerre froide dans les années 60-70, la construction du pipeline de l'Alaska en 1975. Donc, 1896, donc découverte d'un gisement d'or par Georges Carmack au ruisseau Bonanza, donc de l'or de placère qui était dans les sédiments alluvionnaires. Essentiellement, rappelez-vous, dans le contexte du dépôt d'or qui a été trouvé, c'était dans des sédiments gelés. Donc, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Ben, plusieurs personnes se sont dit, ça va être intéressant pour aller faire de l'argent. Ça a créé un mouvement de foule de centaines de milliers d'explorateurs qui se sont rués vers la rivière Klondike au Yukon. C'était des gens qui ne savaient pas tous dans quoi ils s'embarquaient et ça a amené ça a amené un processus d'apprentissage. Apprendre à travailler dans et avec le pergélisol. Ici, vous avez des photos historiques où on utilise des techniques hydrauliques ou des techniques à vapeur pour essayer de creuser dans le sol gelé. Vous avez une photo historique ici à Dawson City où le dégel du pergélisol a entraîné une dégradation d'une rue principale. Puis vous voyez les charrettes et les chevaux complètement embourbés dans un sol dégelé. 1942, route de l'Alaska. Donc ici, à l'époque, la protection stratégique de l'Alaska devenait une priorité pour les États-Unis suite à l'attaque de Pearl Harbor. Donc, ce qui a été choisi de faire, c'est de connecter l'Alaska au niveau terrestre par une route de 2500 km entre Dawson Creek, en Colombie-Britannique, et Fairbanks. Construite très rapidement, traverser plusieurs zones de terrain difficiles et naturellement des régions de pergélisol riches en glace. Puis la notion de riche en glace est importante, on va en reparler plus loin. Donc, c'est un aspect qu'on doit considérer lorsqu'on travaille sur ce type d'infrastructure. Donc,
Il y a eu beaucoup d'apprentissage qui a été fait aussi à cette époque-là. Le dégel du pergélisol, dans certains cas, a amené des changements rapides dans les conditions de construction. Vous avez ici un exemple de challenge de construction qui s'est créé assez rapidement, qui a fait que le corridor, à un certain secteur, est devenu extrêmement boueux puis les véhicules s'enlisaient. Donc, ça fait partie des apprentissages. C'est aussi dans cette époque-là qu'ils ont perfectionné la technique corde du roi où on déploie des remblais sur des arbres qui servent de fondation. La guerre froide, dans les années 60, dans les 60-70, donc les tensions USA-URSS, donc qui existaient à cette époque-là. Donc, il devenait important pour les États-Unis de construire des infrastructures militaires stratégiques qui ont été déployées en Alaska, au Groenland, dans le nord du Canada. Donc, il y a plusieurs exemples qui rentrent là-dedans. Je peux vous parler, par exemple, du tunnel de Pergélisol qui se trouve pas très loin de Fairbanks en Alaska. Donc, un tunnel qu'ils ont utilisé pour tester des techniques d'excavation, de construction dans le Pergélisol, tout en étudiant les propriétés du sol gelé. Puis, je veux attirer votre attention ici, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de glace dans le sol, donc des lentilles de glace, des couches de glace très, très épaisses. Donc, rappelez-vous-en, quand on va continuer à développer le sujet, ça fait partie des questions que l'on doit se poser. Finalement, le pipeline de l'Alaska, donc pour avoir accès aux réserves de pétrole dans la mer de Beaufort, qui est un corridor essentiellement de 1300 km entre Prudhoe Bay et Valdez, donc pour acheminer le pétrole vers le sud. Donc, le pipeline va être enfoui dans les sols qui est peu sensible au dégel, environ 50% du corridor, mais dans l'autre moitié, essentiellement, c'est le pipeline est hors terre pour essayer d'avoir moins d'impact sur les sols qui peuvent être sensibles au dégel. Parce que notamment, le liquide à l'intérieur du pipeline va être chaud. Donc, vous avez un exemple de à quoi ça ressemble aujourd'hui, le pipeline de l'Alaska. Puis, ce que vous voyez, les tubes qui sortent du sol, c'est des thermosiphons, qui est une technique pour protéger thermiquement le pergélisol. Ce n'est pas une technique dont on va parler aujourd'hui, mais je veux quand même le souligner. Puis c'est important que vous compreniez dans ma présentation, on fait pas des listes exhaustives de toutes les techniques qui existent, les méthodes qui existent. C'est simplement vous donner un tour d'horizon et des exemples. Donc, les thermosiphons sont un outil qui est quand même relativement utilisé. On n'en parlera pas aujourd'hui. Donc, d'autres exemples pour terminer, là, avant de passer à l'autre partie de notre présentation. Donc, des exemples d'infrastructures de transport majeures qui ont été construites dans les dernières années au Canada. On peut penser au chemin de fer de la baie d'Hudson qui permet de transiter les grains de l'Ouest canadien, donc au port de Churchill. On pourrait parler de la route de Billy Diamond, la route de la baie James, qui a été construite aussi très rapidement lorsqu'on a développé les grands projets de la baie James au Québec, qui, elle aussi, dans sa partie nord, peut rencontrer des sections de pergélisol. Et finalement, la route Inuvik-Tuktoyaktuk Highway, qui permet de relier essentiellement l'ensemble du continent à l'océan Atlantique. Donc, ça, c'est la première partie de notre présentation. On est maintenant dans les défis et les concepts de base. Donc, première chose à savoir, qu'est-ce que du pergélisol? Un milieu physique en équilibre avec son environnement. Et ici, le mot équilibre est particulièrement important. On va y revenir tout à l'heure. Donc, c'est un milieu qui va subsister tant qu'on est à l'équilibre. Un milieu dont la température est inférieure à 0 degré Celsius pendant au moins 2 années consécutives. Donc, remarquez ici, c'est une définition purement thermique. Donc, ça aussi, c'est un aspect important à considérer. Donc, ici, on va analyser le problème avec un petit schéma. Donc, vous avez une stratigraphie de sol. Je vais d'abord vous tracer la profondeur dans la direction verticale et la température dans l'axe horizontal. Donc, sur mon échelle de température, à quelque part, il va faire 0 degré Celsius. À droite, je suis dans des températures positives. À gauche, je suis dans température négative. Dans l'air, on a des variations saisonnières, des variations journalières de température. Donc, naturellement, dans une année, on va avoir un extrême au niveau des températures minimales, puis on va avoir un extrême au niveau des températures maximales.
Donc ça, ces maximum-là d'amplitude, on va le trouver proche de la surface. Mais avec la profondeur, les variations annuelles, les variations journalières, saisonnières qu'on observe en surface sont atténuées dans le sol. Et donc, si on trace des courbes de température extrêmes à l'intérieur du sol, si je prends l'exemple des températures minimales, donc très, très froid proche de la surface, et plus on va en profondeur, plus l'impact a tendance à s'atténuer. Et donc, on a une courbe qui ressemble à ça. Même chose pour les températures positives. Donc, il peut faire une certaine, plus au-dessus de zéro euh, en une certaine période de l'année, mais les variations saisonnières ont tendance saisonnières et journalières s'atténuent avec la profondeur. Et les deux courbes viennent se rejoindre à un certain point pour rejoindre éventuellement simplement le gradient géothermique avec la profondeur. Donc ici, ce que vous devez voir, c'est que j'ai une couche de sol. Si on regarde bien son profil de température, j'ai une couche de sol dont les températures ne dépassent jamais 0 degré Celsius. Donc ça, c'est d'un point de vue de notre distribution thermique à l'intérieur du sol, c'est notre couche de pergélisol. Donc on a le plafond en haut et la base du pergélisol en bas. La base du pergélisol ou la courbe du gradient thermique va venir recroiser le 0 degré Celsius vers les températures positives. Vous allez remarquer aussi qu'on a une couche en surface qui, elle, va geler et dégeler. Donc, c'est ce qu'on va appeler la couche active. Elle va dégeler en été et elle va geler en hiver. La courbe que vous avez en jaune, c'est ce qu'on appelle une courbe trompette. Donc, c'est un terme très commun dans la science dont on parle aujourd'hui. Donc, à savoir, on va y revenir un petit peu plus loin, c'est un terme qu'on va utiliser. On va aussi définir la température du pergélisol par le point où il n'y a plus de variation annuelle, donc le point de variation est nul. À savoir, le pergélisol peut être riche en glace. Si je me permets de mettre une petite équation bien simple, ou simplement, on vient rapporter une teneur en glace d'un point de vue massique, donc la masse de glace divisée par la masse de solide. Vous avez un échantillon, une carotte de pergélisol, vous voyez très, très bien à l'intérieur de laquelle il y a beaucoup, beaucoup de glace. La teneur en glace est importante. Ça peut varier beaucoup, ça dépend des types de pergélisol, des types de terrain. Ça peut être pratiquement zéro, comme ça peut être plusieurs centaines de pourcents. Donc, plusieurs centaines de pourcents, ça vous donne une idée de combien de plus de glace il y a par rapport au sol. Donc, c'est un système, le pergélisol, qui va être en équilibre si les conditions sont stables. Donc, ça, c'est important que vous le compreniez. Qu'est-ce qui arrive si on perturbe l'équilibre? Qu'est-ce qui arrive si le climat change? Donc, si on perturbe l'équilibre, ça peut être si, par exemple, on a un terrain complètement vague, donc dans la nature, puis un beau matin, quelqu'un décide de venir construire une route à un endroit précis. Donc, on vient perturber l'équilibre. Si le climat change, si le climat évolue, naturellement, les conditions thermiques dans l'intérieur du sol vont changer et ça va affecter le pergélisol. Si on perturbe l'équilibre, si le pergélisol dégèle, ici, vous avez un exemple de photo où ce qu'on a une carotte gelée à gauche et une carotte qu'on a simplement laissé dégeler. Et vous voyez qu'on a des tassements qui sont de l'ordre supérieur à 50 %. Donc, vraiment, on peut anticiper des tassements importants s'il y a le dégel du pergélisol, dépendamment de sa teneur en gaz. Donc, sur le territoire canadien, ce que vous devez savoir, on vient classifier la distribution du pergélisol. Donc, sur la carte que vous avez à l'écran, on peut voir qu'on a du pergélisol continu qui représente plus que 90 % du territoire, de la surface du territoire. Ensuite, ça va à discontinu, sporadique, pergélisol isolé. Donc, qui, dans ce cas-là, ce serait moins de 10 %. À savoir, bon, grosso modo, si vous déplacez vers le nord, la couche active va diminuer. Donc, l'épaisseur de sol qui diminue, l'épaisseur de sol qui dégèle de façon saisonnière va devenir de plus en plus mince. Si vous vous déplacez vers le nord, le pergélisol va devenir de plus en plus épais. Donc, et ça, c'est à une échelle de quelques mètres quand on est dans les pergélisols plus au sud, jusqu'à une échelle de plusieurs centaines de mètres lorsqu'on est dans l'Arctique canadien. Donc, l'épaisseur du pergélisol peut varier beaucoup. Donc, dans les concepts de base, à savoir également. Transfert de chaleur, on va parler de conduction. Donc, c'est important d'avoir une certaine idée de certains mécanismes de transfert de chaleur pour bien comprendre les différents systèmes dont on va parler dans les prochaines minutes. Donc, la conduction, c'est un des mécanismes de transfert de chaleur qui est important dans les sols. Donc, c'est l'interaction de la matière au niveau moléculaire.
définie notamment par la conductivité thermique, qui est la constante de proportionnalité entre le gradient thermique et le flux de chaleur. La conductivité thermique, c'est une propriété importante. Elle va être influencée par les propriétés du sol de façon générale, que vous devez savoir. Donc, si vous avez une frontière à une température et une autre frontière à une température, il va y avoir des échanges de thermiques par conduction s'il y a un différentiel de température. Donc, si je suis froid en haut et froid en bas, il n'y a pas d'échange thermique. Par contre, si je suis chaud en haut et froid en bas, il va y avoir un flux de chaleur, un écoulement de chaleur du chaud vers le froid. Et donc, ça, c'est gouverné, lorsqu'on est en conduction, par la conductivité thermique. On peut également parler de la convection qui est associée à un mouvement de fluide. Et donc, la convection forcée, par exemple, le vent qui passe au-dessus d'une surface, donc le refroidissement éolien, donc il va créer un refroidissement par convection. Convection naturelle, si vous avez une frontière froide, une frontière chaude, puis une cellule donc d'air entre les deux, ben, le chaud va monter et le froid va descendre, ça va créer des courants de convection. Donc, ça, c'est des mécanismes à savoir parce qu'on va les utiliser dans certaines techniques de mitigation. C'est important aussi de comprendre l'effet des interventions sur le régime thermique du sol. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est, par exemple, on fait des travaux de construction dans le sud? Généralement, on va chercher à se débarrasser de la couche de matière organique. C'est un sol qui est compressible, etc. On va vouloir construire sur du sol minéral. On enlève ça. Regardez l'impact que ça a eu sur ma courbe trompette. Puis regardez surtout le point de croisement entre la courbe des températures chaudes qui définit le sommet du pergélisol en rouge. Donc, elle va nécessairement descendre. Donc, il y a eu un abaissement du plafond du pergélisol. Donc, ce qu'on cherche à faire quand on construit des infrastructures linéaires, on cherche à s'assurer qu'il n'y en a pas cette condition-là. Donc, on veut construire le remblai assez épais pour faire remonter le plafond du pergélisol. Donc, ici, vous voyez, j'ai un exemple pour un remblai un peu mince. Si je mets un remblai plus épais, je fais remonter le plafond du pergélisol. Vous voyez que la ligne des températures chaudes vient croiser le 0 degré Celsius un petit peu plus haut. Donc, il y a plusieurs facteurs qui affectent la distribution spatiale du pergélisol. C'est pas facile à déterminer. C'est pas toujours facile de déterminer où on a du pergélisol et où on a du pergélisol riche en glace. Donc, c'est pour ça que je veux quand même insister ici l'importance des équipes multidisciplinaires. On n'a pas tous les mêmes compétences et c'est important quand on fait des projets d'envergure de s'adjoindre de bons géologues, bons géographes, bons géomorphologues qui vont être capables de bien identifier où on devrait où on devrait anticiper rencontrer des sols, par exemple, riches en glace, du pergélisol, etc. C'est aussi important de mentionner que les investigations géotechniques sont quand même très difficiles. On est en région éloignée, on travaille avec des sols gelés, pas faciles à forer, à carotter, etc. Donc, ce sont des enjeux aussi. Donc, ici, vous avez un exemple d'un glissement, ce qu'on appelle un glissement rétrogressif au dégel au territoire du Nord-Ouest, dans la vallée du Mackenzie. Donc là, ici, le glissement de terrain a exposé de la glace massive. Vous voyez la fine couche blanche à l'intérieur de la coupe de sol. On n'aurait pas nécessairement plus facilement la détecter dans certains contextes, dépendamment de qui aurait pu travailler sur le projet. Donc ça aurait pu, si on l'avait manqué, une condition de sol comme ça, puis qu'on avait eu des problèmes de dégel du pergélisol, vous devez comprendre que les tassements et les mouvements de sol qui peuvent être associés à ce genre de dégradation-là, on ne parle plus de quelques millimètres et de quelques centimètres, on parle de mouvements de l'ordre des mètres. Une autre structure qui est assez typique qu'on rencontre dans le Nord, c'est au niveau des polygones de glace, les coins de glace, qui sont associés à la contraction thermique des sols sur les cycles annuels. C'est un processus qui va se répéter sur de nombreuses années, puis qui va créer essentiellement de la glace massive sous forme de coins de glace. Donc ça, il faut être capable de le détecter, il faut savoir quand il y en a, parce que naturellement, s'il y a dégradation du pergélisol, c'est des affaissements majeurs de sol qui peuvent se produire. Il faut être capable aussi de bien comprendre l'effet insidieux de l'eau et de la neige. Donc ici, l'eau et la neige vont tendre à s'accumuler en bordure du remblai, soit par entretien hivernal quand on a tendance à tasser la neige sur le côté, soit aussi au niveau de la neige, par les effets de vent, quand du côté aval des vents dominants, la neige va avoir tendance à s'accumuler en bordure du remblai. Donc, il faut savoir que la neige a une conductivité thermique quand même assez faible. Donc, va contribuer un peu à isoler la bordure du remblai, la pente du remblai, le pied du remblai. Et donc, en période hivernale, si on a très épais de neige, ça va limiter l'extraction de chaleur et le refroidissement du sol en hiver. On va voir aussi que ça favorise l'accumulation d'eau.
par dégradation du pergélisol au pied du remblai, l'eau va favoriser aussi un petit peu plus d'absorption de chaleur. Donc, c'est un cycle qui va conduire vraiment à la dégradation du pergélisol en bordure du remblai. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Ici, vous avez l'exemple. Dans un cas théorique, en haut, ici en haut de l'écran, dans un cas théorique, on a le niveau du pergélisol un peu sur le côté gauche et droit de l'écran, le niveau de pergélisol sans infrastructure. Puis, avec la construction de l'infrastructure, ben, on a eu le plafond du pergélisol qui est remonté un petit peu dans le remblai. Donc, ça, c'est le cas théorique idéal. Dans la réalité, si vous regardez le schéma du bas, donc vous avez, et si vous le séparez en deux, vous avez le cas hiver à la gauche du schéma et le cas été à la droite du schéma. Donc, le cas hiver, vous voyez de la neige qui est accumulée, donc, puis ce qui a amené de la dégradation du plafond du pergélisol qui se retrouve un petit peu plus creux parce que d'année en année, on est capable de moins extirper de chaleur, de moins sortir de chaleur à l'intérieur du sol, donc le sol devient de plus en plus chaud. Ce qui fait qu'en été, cette dégradation-là du pergélisol peut amener de l'eau et des enjeux au niveau du drainage, puis ça fait une présence d'eau supplémentaire qui peut se retrouver en bordure du remblai. Ici, vous avez un exemple réel, de mesure réelle, mesurée sur des infrastructures de transport dans le nord, où on le voit très bien, ce phénomène-là, le plafond du pergélisol est en bleu, puis on voit que en bordure du remblai, il y a un enfoncement d'à peu près 4 mètres au pied du remblai. Donc ça a une conséquence. Si le pergélisol se dégrade en bordure de remblai, le remblai va avoir tendance à subir une rotation sur les épaulements, ce qu'on appelle le phénomène de rotation des épaulements. Donc, par dégradation du pergélisol au pied de remblai, qui crée une fissure longitudinale en bordure. Donc, aussi, à savoir, l'effet important de la température sur les propriétés mécaniques des sols. Donc, ici, vous avez deux petits schémas. En haut, les propriétés mécaniques, donc résistance et cisaillement, au cisaillement, rigidité du sol. En bas, vous avez les volumes. Donc, grosso modo, pour les bienfaits de l'exercice, on va dire qu'en dessous de moins 2 degrés Celsius, le sol est complètement gelé. Au-dessus de 0 degrés Celsius, le sol est dégelé. Entre les deux, on va parler d'un sol marginalement gelé. Donc, c'est un sol essentiellement qui va, même si on est en dessous de 0 degrés Celsius, il y a une certaine quantité d'eau non gelée, essentiellement parce que la température de congélation de l'eau va être influencée par la présence du substrat minéral. Donc, on a une certaine quantité d'eau non gelée entre 0 et moins 2. Plus proche de 0, on en a beaucoup. Lorsqu'on s'en va vers moins 2, on en a moins. Donc, essentiellement, lorsqu'on est très froid, ou en dessous de moins 2, le sol est très rigide, très résistant. On n'a pas de changement de volume non plus. Quand on tombe dans les conditions marginalement gelées, la rigidité et la résistance ont tendance à être réduites. La sensibilité, par exemple, au fluage pourrait augmenter. On a des changements de volume modérés. Quand on arrive à 0, le sol dégèle. Changement de volume important, donc changement de volume drastique. Et les propriétés mécaniques vont aussi chuter drastiquement parce que le sol va perdre toute sa résistance. On avait un sol riche en glace, par exemple, la glace se transforme en eau, donc le sol n'a plus de résistance. Pour gagner sa résistance, le sol doit reconsolider. Donc, ce qui se passe, donc le sol consolide graduellement lorsqu'il est dégelé, et ce qui permet de récupérer une certaine proportion, un certain pourcentage des propriétés mécaniques dans le temps. Donc, c'est un phénomène progressif. Je vous donne l'exemple en utilisant le fluage des sols gelés. Donc, le fluage, c'est essentiellement un écoulement visqueux plastique de la glace sous charge constante. Donc, s'il y a beaucoup de glace à l'intérieur d'un sol, ça va créer du fluage si on applique une contrainte sur le sol. Donc, ici, ce que vous devez voir, c'est que vous avez l'échelle X, la température, et l'échelle verticale, le taux de déformation annuel en fluage. Les différentes couleurs, c'est le niveau de la contrainte verticale. Donc, les courbes basses, c'est des contraintes verticales faibles et les courbes très hautes, c'est des contraintes appliquées sur l'échantillon de sol qui sont élevées. Donc, ce que vous devez voir essentiellement, c'est que plus on augmente la contrainte, plus le taux de déformation annuel va être important. Mais aussi, regardez, quand on arrive à moins 2 degrés Celsius, et entre moins 2 et 0, les taux de déformation augmentent de façon très, très importante. Donc, la transition de température ou la température du sol gelé est aussi importante à bien considérer. Donc, ici, on a un exemple de secteur
où on croit que les mouvements verticaux qui sont importants sont attribuables au fluage des sols gelés. Donc, sur l'Alaska Highway ici. Ici, c'est un exemple d'un échantillon en laboratoire qui a subi du fluage. Donc, à gauche, c'est la carotte intacte, c'est une carotte gelée. À droite, c'est une carotte qui a subi un essai de fluage. La carotte est encore gelée, mais donc on l'a appliqué une contrainte verticale pendant un certain temps, une certaine température très proche de zéro, mais en dessous de zéro. Et donc, le sol a flué. Donc, à savoir, maintenant, où on en est, connaissances, outils et enjeux. Donc, naturellement, je vais vous parler de changement climatique. On a parlé de milieu en équilibre, système en équilibre. Donc, si le climat change, on ne parle plus d'équilibre. Donc, ici, vous avez des projections de température globale. euh, donc, puis des projections puis comment ils sont projetés dans le temps selon différents scénarios d'augmentation de gaz à effet de serre. Donc, il y a différents scénarios qui sont s'il y a un contrôle, un maintien, etc., ou une augmentation de l'émission de gaz à effet de serre, puis ça donne des résultats différents. Mais vous voyez qu'on a des augmentations de température qui vont du degré jusqu'à 4, 5 degrés selon dans quel cas on considère. Donc, qu'est-ce que ça donne, par exemple, pour le cas du Québec? Ici, ce sont des modélisations pour un scénario climatique euh, qu'on pourrait qualifier moyen, qu'on peut aller produire sur le site web d'Uranos. Ce que vous avez à gauche, c'est des températures moyennes annuelles pour une période de référence. Et à droite, c'est pour une période future. Essentiellement, en comparant les échelles de couleurs, vous pouvez voir, grosso modo, qu'à peu près partout sur le territoire, pour le scénario climatique que j'ai utilisé pour produire cet exemple-là. Donc, vous allez voir, grosso modo, qu'on parle d'une augmentation de température de 2 à 4 degrés, dépendamment des secteurs. Donc, la dégradation du pergélisol, je pense que vous pouvez le comprendre de par les dernières minutes de discussion que l'on a eues ensemble, va affecter les infrastructures. Donc, vous avez ici des tassements différentiels sur les photos en haut, sur la photo à gauche. Donc, la route qui commence à être bosselée, c'est parce qu'il y a de la dégradation du pergélisol en profondeur. Vous avez en bas à droite la photo d'un ponceau qui vous montre que, grosso modo, probablement qu'il ne remplit pas exactement les fonctions pour lesquelles on l'a mis en place. Donc, associé à des mouvements très, très importants du sol sous le remblai. Donc, ici, une dégradation du pergélisol importante qui a mené à cette condition-là. C'est important de comprendre on fait de la construction d'infrastructures, on les construit sur des fondations. Ces fondations-là doivent être stables. En ingénierie des fondations, de façon générale, post-construction, les tassements qu'on peut probablement tolérer sont de l'ordre là, de quelques centimètres. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures qui sont capables de tolérer des grands mouvements de ça. Quand on parle de dégradation de pergélisol, les tassements, dans les cas extrêmes, peuvent être de l'ordre de plusieurs mètres. Donc, c'est à savoir, puis c'est des conditions sérieuses que l'on doit prendre en compte dans les travaux d'ingénierie. Donc, d'autres exemples de problèmes, ici, un problème de stabilité de pente qui est un glissement rétrogressif dû au dégel du pergélisol le long de l'Alaska Highway. Donc, c'est un dégel essentiellement qui est initié en pied de pente, en exposant le pergélisol, soit par de l'eau qui est plus élevée que d'habitude, soit par de l'érosion, etc. Et donc, c'est un glissement rétrogressif, une dégradation progressive d'exposition du pergélisol et ça remonte dans la pente. C'est un très, très bon exemple d'infrastructure de transport. Vous voyez la route ici, juste en haut, qui est menacée par le dégel du pergélisol. Donc, à comprendre, à connaître, donc, l'évolution de l'état physique et thermique. Si on place le temps ici, donc à savoir que probablement que dans le temps, l'épaisseur de sol dégelé en surface va probablement augmenter. L'épaisseur de sol marginalement gelé aussi pourrait être appelée à augmenter. Et le plafond du pergélisol pourrait être appelé euh, donc, à être rabaissé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on peut appliquer des principes et des stratégies de conception. D'abord, à savoir, la première question qu'on doit se poser, c'est ce qu'on a du pergélisol. Est-ce qu'il y a présence de pergélisol? Donc, on va à oui ou à non. Donc, il y a une importance les études géotechniques sont particulièrement importantes pour évaluer la présence de pergélisol, puis pour évaluer si on a du pergélisol riche en glace. Donc, si on a du pergélisol, on va se poser la question, est-ce qu'il est riche en glace? S'il n'est pas riche en glace,
on peut se retourner vers les conceptions conventionnelles, comme si on n'avait pas de pergélisol. Par contre, si on a du pergélisol riche en glace, là, on va procéder un peu plus à une analyse de risque. On va se poser la question, c'est quoi la quantité de glace en excès? C'est pour ça qu'on parle de faible, modérée ou forte. Donc, ils font référence à des teneurs en glace de 20 entre 20 et 40 et supérieures à 40 Donc, si la teneur en glace est essentiellement faible, on peut s'attendre à des mouvements de sol qui vont être probablement maîtrisables ou contrôlables dans le temps. Donc, on peut peut-être s'en aller vers une conception conventionnelle. Mais si on est dans un cas modéré, donc là, on devra peut-être penser à des techniques d'adaptation. Même chose si on est dans des cas de glace en excès forte, on devra penser à des techniques d'adaptation. Puis donc, adaptation, c'est renforcement, c'est dégel induit ou c'est stabilisation thermique. Donc, le choix de la stratégie d'adaptation va nécessiter une conception thermique et mécanique, puis naturellement des analyses coûts-bénéfices qu'on ne traitera pas aujourd'hui, qui sont faites par des gens spécialisés dans ce domaine. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, l'option 1, on laisse le pergélisol se dégrader, on fait notre construction, mais on le laisse se dégrader, puis on accepte de faire de l'entretien intensif. Donc, les tassements vont augmenter dans le temps après le dégel, vont augmenter dans le temps. Les conditions vont être instables et les taux de dégradation importants, donc on doit gérer l'endommagement et on doit faire de l'entretien plus récurrent. L'option 2, si on peut, par exemple, utiliser des techniques de mitigation pour limiter le dégel du pergélisol, donc la stabilisation thermique. Donc, ça va nous donner un faible taux de tassement, des conditions stables. Donc, on va en parler un petit peu. Stratégie de dimensionnement, on peut aussi parler de l'option 3, donc induire le dégel contrôlé, donc avant la mise en place de l'infrastructure. Donc, ça va être des tassements importants initiaux qu'on va stabiliser avant la construction pour ensuite avoir des faibles taux de tassement après construction. Donc, si on parle des méthodes de protection thermique, quelles techniques on peut utiliser? Donc, les méthodes de protection thermique, il y en a plusieurs. Je vais vous donner des exemples de pratiques. Donc, ce qu'on peut considérer, c'est par exemple réduire l'entrée de chaleur dans le remblai durant l'été. Donc, regardez la courbe trompette en noir. Si je réduis l'entrée de chaleur, je vais essentiellement jouer sur la partie à droite de la courbe trompette et elle va se déplacer vers la gauche. Ça fait qu'on déplace le plafond du pergélisol. On peut augmenter l'extraction de chaleur durant l'hiver. Donc, c'est la portion gauche de la courbe trompette ici sur laquelle on vient avoir un impact. On la déplace vers la gauche. Ça fait remonter le plafond du pergélisol. Puis, on peut nécessairement aussi considérer des options de renforcement du remblai pour lui permettre de résister à la dégradation. Ce n'est pas des techniques qu'on va discuter aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui se fait. Donc, les approches de protection thermique qui sont adaptées, je vous donne quelques exemples. Par exemple, le bilan thermique. Donc, si on fait le bilan annuel de la quantité de chaleur qui rentre et qui sort, donc par exemple à l'interface entre le remblai et le sol naturel. Donc, si on découvre par l'analyse du bilan thermique qu'il y a plus de chaleur qui rentre que de chaleur qui est extraite sur le bilan thermique annuel, bien donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on aura un sol qui se réchaufferait. Une autre approche qu'on peut utiliser, c'est la correction de la température à l'interface. Donc, vous voyez ici, j'ai la température du pergélisol qui est pointée sur mon graphique. Donc, si, par exemple, j'ai une température à l'interface qui est plus froide que 0, mais le sol est instable. Le sol est instable, pourquoi? Parce que le point rouge est plus chaud que mon point blanc. Donc, il y a entrée de chaleur à l'intérieur du sol. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est d'utiliser une technique qui va nous permettre de refroidir cette condition-là de température à l'interface pour qu'au moins on atteigne le point vert, c'est-à-dire que les deux températures du pergélisol et le point vert sont la même, donc il n'y a pas d'échange thermique quand on fait le bilan annuel. On peut aussi considérer une correction pour prendre en compte une marge de sécurité. Donc, des exemples de techniques, remblai à convection d'air, donc qui est une technique qui est quand même assez classique, où on utilise un empierrement de pierres uniformes qui font environ 150 mm, 150-200 mm de diamètre. Donc, essentiellement, quand on fait cette empierre-là, ça crée des pores, des gros vides à l'intérieur du matériau. Donc là, quand on est en hiver, par exemple, il fait très froid en haut, et le sol est plus chaud. Donc, la chaleur a tendance à remonter, le froid a tendance à descendre. Et ça se fait à l'intérieur de cellules de convection à l'intérieur du remblai. En été, c'est la situation inverse. Le sol est chaud, l'air est chaud et le sol est plus froid. Donc, il n'y aura pas d'échange thermique. Donc, c'est essentiellement un système
le remblai joue un peu un rôle d'isolant. Donc, c'est un peu à ça que ça ressemble. Ici, vous voyez la technique utilisée pour faire la protection des épaulements donc sur une infrastructure de transport linéaire. Donc, il y a des outils qui ont été développés dans les dernières années. Ici, c'est un outil qui permet, en fonction de l'épaisseur du remblai et les différentiels de température entre ce qui se passe dans l'air en hiver et la température du pergé du sol. Donc, ce qui nous permet d'essayer d'estimer la quantité de chaleur qu'on est capable de sortir en hiver. Donc, quand on utilise un remblai à convection d'air. Donc, ici, puis en bas, ce que vous avez, c'est une photo d'une infrastructure de transport construite donc dans le nord au Nunavik, qui a utilisé cette technique-là. Une autre technique qui peut être utilisée, c'est utiliser les techniques de la pente douce. Donc, quand vous construisez des remblais, généralement, la pente qu'on va utiliser en bordure de remblai pour atteindre le sol naturel vont être 2 dans 1, 3 dans 1, donc des pentes relativement abruptes. Donc, ce qui va induire, comme on a parlé tout à l'heure, peut-être l'accumulation de neige due au vent dominant du côté aval. Et aussi, ce que l'on doit savoir ici, c'est que ce phénomène-là, on peut le contrôler en ayant une pente essentiellement plus modérée, ou ce qu'on appelle la pente douce. Donc, essentiellement, on vient augmenter l'aérodynamisme du remblai. Donc, ça ici, ça va permettre que les films de neige en bordure du remblai soient plus minces. Ça va permettre aussi que l'eau qui pourrait avoir tendance à s'accumuler en bordure du remblai se fasse plus loin. Donc, ça, c'est une technique qui fonctionne quand même assez bien. Donc, vous voyez ici que plus la pente, dans le graphique, plus la pente est faible, plus on est capable de faire une correction de température à l'interface qui est intéressante et qui permet de refroidir essentiellement les conditions en pied d'arbre. L'autre technique dont je veux parler, c'est la technique du drain thermique qui a notamment été développée ici à l'Université Laval. Donc, qui utilise une géomembrane que vous voyez sur la droite, la photo de droite. Une géomembrane dans laquelle il y a un espace dans lequel peut circuler de l'air. Donc, ça, c'est important parce que le principe va utiliser cette propriété-là de ce produit-là. Donc, on vient l'étendre sur les épaulements, dans l'épaulement d'un remblai. Comme vous voyez ici, là, on le met on est en train de le déployer avec des systèmes de cheminée dont je vais parler dans quelques secondes. Et donc, ça ressemble essentiellement à ça. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, essentiellement, quand on est en hiver, les températures, la chaleur a tendance à remonter. Donc, elle va remonter puis elle va croiser la géomembrane. Puis, donc, essentiellement, comme il y a un espace pour que l'air circule, l'air va pouvoir monter simplement par différence de densité à l'intérieur de la géomembrane. Donc, elle va se déplacer ici et venir être extraite par une cheminée qui est connectée à la partie supérieure. Ça crée un mouvement d'air dans la géomembrane et donc un appel d'air par le bas. Donc, la cheminée qui est connectée au bas va permettre à de l'air froid de rentrer et venir se disperser dans la base de la géomembrane et donc venir s'injecter dans le sol. L'air chaud, la chaleur va monter et le froid va descendre. Donc, ça permet de refroidir le sol. Une autre technique dont je veux parler, donc c'est par exemple l'utilisation de revêtements à albédo élevé. Donc, c'est simplement utiliser quand on est dans des chaussées ou des systèmes, des infrastructures de transport qui ont des revêtements, c'est d'utiliser des surfaces qui sont davantage claires, donc ce qui va permettre de limiter l'absorption de chaleur. Donc là, ici, on est dans une technique qui permet de limiter l'absorption de chaleur, réduire l'absorption de chaleur. Donc ici, vous avez différents produits sur une section d'essai qui ont été mis en œuvre, et donc, on voit que l'albédo, qui est mesuré sur l'échelle Y, est différent. Donc, l'albédo, c'est la quantité d'énergie solaire qui est réfléchie. Donc, quand on a un albédo élevé, on va réduire la température. Donc, essentiellement, dans ces techniques-là, avec l'utilisation d'albédo élevé, on avait des différences marquées au niveau des températures par rapport au contrôle là, de 3 à 10 degrés. Donc, si on tombe dans le cas du futur, donc c'est quoi le futur des infrastructures de transport nordique? Donc, à comprendre que le sol est probablement en transition. Donc, est-ce qu'on peut le considérer comme étant gelé en permanence et comme étant stable en permanence? Si on a des gradients positifs, ce qu'on observe dans certaines infrastructures, donc ça veut dire essentiellement qu'on a un réchauffement du sol. Donc, il va y avoir une dégradation progressive dans le temps. Donc, la fondation
sur laquelle on construit nos infrastructures est gelée, mais elle est en transition. Donc, quelques exemples de techniques ou de choses qu'on peut considérer ou des améliorations qui peuvent être nécessaires au niveau des investigations, des méthodes, des outils. Et ce n'est pas une liste exhaustive, c'est simplement des exemples. Le domaine, la recherche, les connaissances évoluent quand même assez rapidement. Donc, je peux vous donner des exemples. Mais au niveau de l'auscultation, de l'instrumentation, pour être capable de faire la surveillance à distance des systèmes d'avertissement qui nous permettent de voir quand on a des mouvements de sol qui sont anormaux, etc. Donc, ça, c'est encore des techniques qui existent, mais qui nécessitent, je pense, d'être améliorées. Au niveau de l'échantillonnage, forage, je vais en glisser un mot dans quelques secondes, mais donc, on peut faire de l'amélioration aussi là-dessus pour obtenir des informations plus efficacement. Développer des logiciels, des outils, ça, c'est quelque chose sur lequel on doit encore travailler. Quand on travaille sur ce type de problème-là, des outils modernes, des outils adaptés aux conditions actuelles. Donc, c'est encore un défi d'avoir les bons outils pour faire les bons travaux d'ingénierie, mais c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer. On doit aussi mieux comprendre l'effet de l'eau, l'effet de la neige qui est mal intégré dans les designs thermiques puis qui est un peu insidieux, comme j'ai mentionné. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut continuer à faire du travail. Dimensionnement mécanique des remblais. On parle que le sol est en transition. Comment on peut faire un dimensionnement mécanique qui va nous permettre de rencontrer nos objectifs de durée de vie? Donc, c'est pas quelque chose c'est quelque chose sur lequel on avait moins de considération avant, mais maintenant, on doit peut-être avoir une emphase plus importante. Donc, un exemple d'un outil qu'on développe au niveau de l'échantillonnage forage, qui est un développement d'un carottier eudométrique pour la quantification de la consolidation et des tassements au dégel in situ. Donc, au lieu d'avoir à ramener des échantillons forés dans du sol gelé, ramener des échantillons dans des laboratoires au sud, c'est une logistique lourde, on développe des systèmes qui nous permettent de faire ça directement sur le terrain. D'autres exemples, innover au niveau des matériaux. Ici, c'est une petite expérience de laboratoire où on reproduit un remblai miniature dans des chambres froides, puis on teste des nouveaux matériaux pour regarder leur efficacité pour être utilisés comme technique de mitigation. Ici, c'est l'utilisation du potentiel de verre cellulaire d'un matériau d'isolation. Dans les logiciels de conception, je vous donne un exemple ici là, sur le calcul des températures de surface des revêtements routiers basés sur l'albédo. Donc, c'est un petit utilitaire qui a été développé il y a une dizaine d'années, donc basé sur l'albédo. Mais donc, ce genre de petit outil-là, on gagnerait encore à en avoir d'autres qui nous permettent de faire du dimensionnement efficace. Donc, ce genre d'outil-là va être utile pour l'ingénierie dans le futur. Développement d'outils décisionnels. Ici, vous avez un exemple de travail qui a été fait il y a quelques années où on vient faire une spatialisation de certaines variables pour permettre d'évaluer le risque qui peut être associé à la dégradation du pergélisol. Donc, quand on vient combiner type de sol, teneur en glace, température, où seraient les zones les plus à risque de dégradation puis d'amener des conséquences importantes pour l'infrastructure. Tirer profit des avancées technologiques. Ici, c'est des données, c'est un travail qui a été fait avec des données radar pour étudier le mouvement de sol sur une base saisonnière. Puis on combiné avec des données géologiques, combiné avec des données topographiques. Donc, on est capable de venir évaluer une dispersion de la sensibilité au dégel. Apprentissage automatique, qui est aussi quand même quelque chose d'intéressant, une technique qui est de plus en plus utilisée. Ici, elle a été utilisée pour projeter dans le temps les données à l'intérieur du remblai de la route Inuvik-Tuktoyaktuk au territoire du Nord-Ouest. Donc, ça ici, c'est un modèle qui a été entraîné sur des données passées, puis qui nous a permis éventuellement de faire des prédictions de données futures. Donc, jusque ici, dans cet exemple-là, dans les années 2030. Un autre exemple un travail qui est fait par une collègue du Centre d'études nordiques qui a travaillé sur les jumeaux numériques. Essentiellement, c'est une représentation virtuelle d'un objet physique, d'un système ou d'une infrastructure. Ce système-là est équipé de capteurs qui donnent des données en temps réel, donc des capteurs connectés. C'est essentiellement le jumeau numérique. C'est un système qui apprend en temps réel puis qui nous permet de bien reproduire le comportement de l'infrastructure et donc de prédire comment il va se comporter dans le futur en fonction de différents intrants.
Donc, en perspective, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, vous comprenez que on a certains défis pour les infrastructures de transport qui sont construites dans le nord du Québec, dans le nord du Canada, dans le nord en général. Dans certains cas, ça va nécessiter des investissements importants pour essayer de mitiguer les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc, il faut s'adapter au changement climatique, il faut construire des infrastructures qui sont plus résilientes aux variations des données d'entrée. Ça va prendre des technologies innovantes, des développements d'outils innovants qui vont nous permettre de faire face aux défis qu'on risque de rencontrer dans les prochaines années. Ça ne se fera pas sans collaboration. Les défis sont tellement importants, puis le bassin de chercheurs est quand même limité dans chacun des pays. Donc, c'est en collaborant, par exemple, au niveau international, en développant des connaissances ensemble qu'on peut vraiment utiliser la force du nombre et la force des cerveaux pour vraiment développer des solutions qui sont déployables donc, à l'échelle de plusieurs pays. Puis je veux peut-être souligner ou terminer en parlant de l'importance de l'éducation, parce que ici, on doit plaider coupable. Je pense que plusieurs universités, que ce soit au Québec ou que ce soit au Canada, les notions de conception d'infrastructures sur pergélisol sont probablement pas assez développées pour que les ingénieurs qui sortent des programmes aient toutes les connaissances requises qui leur permettraient de faire le meilleur travail possible. Donc ça, on doit certainement adapter l'offre de formation, certainement adapter les programmes pour que les gens aient les options de se former, de s'éduquer et de devenir des ingénieurs qui vont amener les meilleures solutions possibles pour les problématiques que l'on a dans le monde. Donc, essentiellement, ça fait le tour de la présentation. Je vous remercie euh, de votre participation et je suis disponible naturellement pour quelques minutes pour les questions. Très bien. On a une question qui vient tout juste de rentrer dans l'espace de clavardage. Émy D demande: toutes les techniques de correction thermique semblent nécessiter une quantité importante de ressources, matériaux, financement, analyse, recherche et logistique, temps, etc. Selon vous, y a-t-il des méthodes plus durables et éco-responsables que d'autres? Ça doit dépendre beaucoup du type de pergélisol et de son emplacement géographique. Ben, tout à fait. C'est une bonne question. Ça va dépendre du type de pergélisol. Les techniques n'ont pas toutes la même efficacité. Les techniques ne fonctionnent pas tous de la même façon, n'ont pas l'impact tout au même endroit. Donc, pour répondre à votre question, ça va vraiment être une question de dans quel contexte on se situe, quel type de pergélisol, quelle est la teneur en glace, quels sont les changements de température qu'on doit anticiper pour trouver les meilleures solutions. Mais c'est pas une réponse simple. La réponse à votre question, ça va passer par une analyse coût-bénéfice de différentes options. Puis les techniques de correction, c'est une option. Il peut y avoir d'autres options aussi. Je n'ai pas insisté, par exemple, sur les renforcements ou par exemple, les dégels induits. Mais donc, ça dépend vraiment du contexte. Parfait. Ça va être tout au niveau des questions. Alors voilà, c'est ce qui met fin à l'activité d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous et toutes de vous être présentés ce midi pour cette conférence de M. Bilodeau. Un grand merci à lui aussi également, encore une fois, pour votre présentation, d'avoir partagé votre expertise avec tout le monde aujourd'hui. Euh, C'était la dernière conférence de l'offre annuelle de la formation continue de la Faculté des sciences et génie pour l'édition 2025-2026. Merci à vous tous et toutes de vous être présentés à une ou plusieurs conférences durant l'année universitaire, donc depuis le mois de septembre. On vous donne rendez-vous dès l'automne prochain pour une nouvelle programmation qui devrait sortir au courant de l'été, donc restez à l'affût du site facultaire et des médias sociaux de la faculté sur lesquels on va annoncer cette nouvelle programmation-là. Euh, Sinon, vous recevrez sous peu un courriel ou oui, par courriel, un court sondage d'appréciation. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos impressions sur la conférence de ce midi et sur l'ensemble des conférences auxquelles vous avez assisté durant ce cycle universitaire. Alors, d'ici à la prochaine édition des conférences grand public de la FC, la Faculté des sciences et génie, merci beaucoup et une bonne fin de journée à vous tous.